Bienvenue à cette rencontre Liège Créative et merci de nous rejoindre si nombreux pour cette rencontre consacrée au bilan carbone des entreprises. Il nous a semblé que l'enthousiasme que vous avez manifesté en vous inscrivant vraiment massivement à cette rencontre qui a eu vraiment beaucoup de succès, puisqu'on est priori complet, traduisait bien l'enjeu que représente aujourd'hui la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour les entreprises, mais pour la société en général. Alors, cette préoccupation s'inscrit dans un contexte qu'on connaît bien, d'urgence climatique. À Liège Créative, c'est un thème qu'on a déjà abordé sous différents angles. Et je voulais juste faire le lien avec une rencontre-conférence que nous avons programmée il n'y a pas très longtemps, consacrée aux critères ESG et à leur impact pour les entreprises et pour le financement des entreprises. On va continuer aujourd'hui à dérouler ce fil rouge qui concerne la responsabilité des entreprises par rapport à l'environnement, en allant un petit peu plus loin par rapport à cette question du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On va s'intéresser à cette définition. De quoi parle-t-on finalement quand on parle de cette motivation de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et comment on s'y prend? Et pour répondre à cette question, on va approcher la méthode bilan carbone. Donc cette méthode va être et cette première partie d'exposé va être assumée par un expert en la matière, Joseph Smith, qui est avec nous, qui nous fait un petit signe, comme ça vous le repérez. Voilà, merci Monsieur Smith d'être avec nous. Donc Joseph Smith donne cours bilan carbone à HEC Exécutive. Il fait des bilans carbone en entreprise depuis 10 ans. Il est par ailleurs membre du CA de l'association Bilan Carbone. Le mot-clé bilan carbone a été bien lancé, là vous l'avez entendu. Et après l'approche théorique que va nous donner Monsieur Smith, nous bénéficierons alors d'un exemple concret d'application et de mise en œuvre de l'outil bilan carbone par l'intermédiaire de Delphine Pirard, qui a réalisé précisément le bilan carbone du centre de distribution de l'entreprise Coopervision, entreprise liégeoise spécialisée dans la fabrication de lentilles. Elle nous en dira quelques mots, donc des lentilles de contact. Merci Delphine également d'être avec nous. Merci à tous les deux. Merci à Liège Creative de nous inviter pour présenter cette conférence sur le bilan carbone, comment faire un bilan positif pour l'entreprise. J'ai vu dans la liste des participants qu'il y avait quelques personnes qui me connaissent et que je connais aussi, donc merci pour votre participation, merci à tous pour votre intérêt pour ce titre. La conférence va se dérouler en deux parties, donc je vais d'abord donner les fondements théoriques et puis Delphine Pirard, juste après, présentera un exemple concret d'application pour l'entreprise Coopervision ici à Liège. Voilà, alors je démarre tout de suite dans le vif du sujet. Contenu, pourquoi un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, quel gaz à effet de serre, la méthode pour réaliser un bilan d'émissions et puis on parlera de la méthode bilan carbone. Et pourquoi utiliser cette méthode? Alors, je vais d'abord parler un peu du contexte. Il faut bien un peu introduire. Je ne vais pas vous parler du climat, mais du contexte. Il faut réduire nos émissions aujourd'hui. C'est absolument un impératif. Il y a urgence climatique. Les objectifs récents de l'Union européenne, à la fois le Green Deal et puis le Fit for 55, sont quand même de réduire de 55% pour 2030 par rapport à 1990. Donc, les objectifs de réduction sont de 55% pour 2030 par rapport à 1990. De 1990 à 2020, c'est-à-dire sur 30 ans, on a fait moins 30%. Et nous devons réaliser donc moins 25% sur la période qui nous reste, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire moins 2,4% par an. Et la neutralité carbone, si on veut l'atteindre pour 2050, les Science-Based Targets, c'est moins 4% par an. Donc, on voit que ça va être très difficile. De nouveaux instruments vont arriver et nous allons voir des impacts sur tous les secteurs économiques et sur les ménages. Alors, la toute première étape quand on veut gérer ces émissions, c'est de faire un bilan d'émissions, bien sûr, donc une photographie chiffrée de la situation. Et l'idée, c'est de dire on ne gère bien que ce qu'on mesure. Il y a une série de motivations, nous allons les
passer en revue rapidement ici. D'abord, plus de 40 pays aujourd'hui ont mis en place des mécanismes qui donnent un prix du carbone. Les entreprises qui sont soumises à quota d'émission, leur bilan GES est obligatoire. Et avec le Green Deal, les quotas d'émission vont s'étendre à toute une série d'autres secteurs qui vont toucher la vie quotidienne, c'est-à-dire les transports, les bâtiments, etc., etc. Je rappelle qu'il y a quelques jours, la tonne carbone est montée à 96 euros, elle était à 60 euros il y a quelques mois, ce qui double le prix de l'électricité produite par les centrales TGV. Dans certains pays, le bilan de gaz à effet de serre est obligatoire pour toutes les entreprises au-dessus d'une certaine taille. C'est le cas notamment en France, donc ça va arriver chez nous. On peut aussi avoir des motivations stratégiques pour mettre en place son bilan d'émissions, c'est évaluer ses dépendances à toute une série de choses, à l'énergie, aux taxes carbone, etc., etc. Et puis une motivation environnementale, tout simplement, être un bon citoyen. Alors, je distingue aujourd'hui d'autres motivations qui sont émergentes et qui deviennent de plus en plus importantes. Un, les demandes des clients. Les clients, pour une entreprise, les clients doivent faire eux-mêmes leur bilan d'émissions. Donc, ils ont besoin d'informations que l'entreprise doit fournir. Et donc, elle doit faire sa propre évaluation. Les demandes des institutions financières et des investisseurs. On passe clairement de préoccupations ESG, environnementales, sociales, de gouvernance, vers une dimension de plus en plus impact climatique qui devient la plus importante. Et c'est le patron de BlackRock qui l'a dit il y a quelques mois encore, c'est la dimension climatique qui l'emporte comme critère dans nos investissements. L'image de marque, bien sûr, si on fait un bilan d'émissions, ça montre qu'on se préoccupe. Les deux points suivants me paraissent extrêmement importants, c'est augmenter l'attractivité de l'entreprise pour les collaborateurs. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont des problèmes aujourd'hui pour recruter de bons collaborateurs et les collaborateurs aujourd'hui veulent travailler dans une entreprise qui a une attitude positive vis-à-vis du climat. Ils veulent donner un sens à leur activité. Et puis enfin, la toute dernière, c'est augmenter la valeur de l'entreprise. Si une entreprise a fait son bilan de GES, elle a plus de valeur beaucoup plus de valeur que si elle ne l'a pas fait. Donc, réaliser son bilan, c'est anticiper, se préparer, c'est donc transformer des contraintes en opportunités. La liste des gaz à effet de serre à prendre en compte, elle a été définie au niveau international par le GIEC. Voici la liste principale. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, ce sont les 6 principaux. Derrière les fluorocarbures qui sont ici, il y a évidemment toute une série de produits industriels et notamment ceux qu'on trouve dans les climatiseurs et les pompes à chaleur. Bien. Quand on émet 1 tonne de GES dans l'atmosphère, on augmente le pouvoir radiatif de l'atmosphère et cette augmentation va croître lentement au cours du temps. Chaque gaz à effet de serre, nous venons de les voir, de voir la liste, entraîne une augmentation spécifique du pouvoir radiatif de l'atmosphère et il a aussi une durée de vie spécifique. Alors, le carbone, le CO2 dans l'atmosphère, la durée de vie, c'est 100 à 200 ans. Le méthane, une bonne vingtaine d'années, mais il y a des produits chlorofluorés dont la durée de vie est plusieurs milliers d'années. Alors, pour chaque gaz à effet de serre, on calcule un pouvoir de réchauffement global moyen sur une période conventionnelle, et la période est de 100 ans, et on rapporte ensuite cette évaluation à l'augmentation du pouvoir de réchauffement du CO2 qu'on pose égal à 1 par définition. Et donc, on peut associer un nombre à chaque gaz à effet de serre qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global et qui représente l'équivalent CO2 de l'émission d'une tonne de ce gaz à effet de serre. Donc, autrement dit, pour le méthane, par exemple, le PRG est de 30, eh bien, 1 tonne de méthane, l'émission d'une tonne de méthane est équivalente sur 100 ans, en moyenne, à émettre 30 tonnes de CO2. Donc, on peut exprimer toutes les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, ce qui, au lieu d'obliger de travailler avec 6 gaz différents, permet de travailler avec une seule unité, le CO2 équivalent. Alors, voici un tableau des PRG qui a été établi par
le GIEC et qui a été publié en 2013. C'est la dernière version. Ça se stabilise, ça bouge peut-être encore un tout petit peu les chiffres que vous voyez ici, mais vous voyez quand même qu'il y a des chiffres de l'ordre de 10 000 ou de 26 000. Quoi. Donc, une tonne de SFC, c'est l'équivalent de 26 000 tonnes de CO2. Bien. Méthode pour réaliser un bilan d'émissions. Ben, les principes de base ont également été établis par le GIEC et ils sont applicables et appliqués d'ailleurs mondialement. Et puis ISO, l'Institut international de normalisation, s'en est emparé et a publié des normes ISO. Ce sont toutes les normes de la série ISO 14064. La plus importante est 14064-1. La première version date de 2006, une mise à jour en 2018 qui est la dernière version applicable aujourd'hui. Alors, suivre ISO 14064 est évidemment indispensable si on veut faire un bilan correct, d'une part, et reconnu, d'autre part. Alors, les principales exigences de ISO 14064 sont les suivantes, je les ai listées rapidement ici. On doit tenir compte des 6 gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, voilà, via leur CO2 équivalent. On doit définir un périmètre pour l'organisation, et il y a des règles s'il y a des filiales, etc. On doit définir le périmètre de déclaration, c'est-à-dire l'ensemble des sources d'émissions. On doit aussi définir un périmètre temporel qui est en principe une année, c'est recommandé au niveau international, même si l'activité a l'air, par exemple, sur un intervalle plus court. J'ai fait le bilan carbone des francopholies de Spa. Les francopholies, c'est 4-5 jours, mais on fait le bilan complet sur une année parce que les mois qui précèdent, il y a toute l'équipe qui prépare et les mois qui suivent, ben, il faut clôturer l'événement. Voilà. Alors, ISO 14064 prévoit aussi un certain nombre de règles sur les méthodes de quantification. Point important, la norme dit qu'on doit travailler uniquement, inclure uniquement les émissions significatives et qu'on doit se définir un critère qui permet de définir donc celles qui sont significatives et celles qui ne le sont pas. Alors, périmètre de déclaration, ce sont des termes que vous avez peut-être déjà entendus quelque part. ISO demande qu'on répartisse les sources d'émissions en émissions directes. Donc, ce sont les sources détenues contrôlées par l'entreprise. Par exemple, une chaudière qui brûle du gaz naturel pour le chauffage, ou bien les véhicules de l'entreprise qui consomment du diesel, par exemple. Et puis, les émissions indirectes qui sont liées aux énergies importées, essentiellement l'électricité. Bon, quand on achète de l'électricité, quelque part, une centrale a dû la produire et cette centrale a dû émettre des gaz à effet de serre. Ben, ça doit être compté dans les émissions indirectes. Et puis, le scope 3, ce sont les autres émissions indirectes. Avant, le scope 3 était optionnel. Aujourd'hui, avec la nouvelle version 2018, le scope 3 est obligatoire, mais attention, en ne prenant que les émissions dites significatives. Et donc, on doit évaluer les autres émissions indirectes dues au transport, aux produits achetés ou utilisés, à l'utilisation des produits fabriqués et enfin aux autres sources, donc les déplacements, les déchets, etc., etc. Donc, il est clair, vous avez bien compris, scope 1 et 2, hein, ce sont toutes les sources qui sont sous le contrôle direct de l'entreprise. Et le scope 3, ce sont les sources sur lesquelles l'entreprise n'a qu'une influence indirecte. Et alors, on voit ce graphique qui vient de Greenhouse Gas Protocol, hein, où on voit très bien le scope 1, le scope 2, l'électricité achetée, et puis l'amont et l'aval, le scope 3 ici, l'amont et l'aval. Alors, ISO 14064 définit un certain nombre de règles aussi sur les méthodes de quantification. Et là, la norme dit explicitement qu'on doit développer un modèle de quantification. En fait, il s'agit très clairement de gérer des approximations et des incertitudes. Quelqu'un comme moi qui a une formation plutôt en maths appliquées est très à l'aise avec ce type d'approche. Et donc, on doit bâtir une représentation simplifiée de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'aller dans des détails inutiles. Et alors, les émissions se calculent toujours sous la forme d'une quantité ou d'un flux annuel, bien sûr, fois un facteur d'émission. Donc, quantité ou flux, ce sont des informations qui viennent de l'entreprise. Les facteurs d'émission d'une base de données. Petit exemple,
pour l'utilisation d'un litre de diesel dans un véhicule, par exemple, ou de mazout dans une chaudière, la combustion elle-même, ça génère 2,6 et des kilos de CO2 par litre. Toute la chaîne amont, c'est 0,571 et donc le total, c'est 3,190 kilos de CO2 par litre. Je fais quand même juste remarquer qu'un plein de 50 litres, quand le réservoir est vide, ça fait 160 kilos de CO2 dans l'atmosphère. Et 1000 litres de mazout qui partent de votre citerne, ça fait presque 3 tonnes d'eau. Donc, ça n'est pas rien. Alors, venons au dernier chapitre de cet exposé. J'espère que je reste à peu près dans les temps. Je regarde. L'origine de la maison. Je vais parler maintenant, présenter rapidement la méthode bilan carbone, qui est une des deux grandes méthodes utilisées dans le monde pour faire des bilans d'émissions. L'origine, c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, qui a mis cette méthode au point depuis 2004 à l'initiative de Jean-Marc Jancovici. Je vous recommande son blog et ses publications. Aujourd'hui, la méthode bilan carbone, la dernière version, c'est la 8.3, la version 2019. Qu'est-ce qu'elle contient? C'est une méthode d'abord, mais c'est surtout une série d'outils. Et donc, les outils sont un tableur Excel préstructuré, un certain nombre de cellules pré-remplies. Tous les calculs et les répartitions, par exemple en scope, se font automatiquement. Il y a aussi un certain nombre d'utilitaires qui sont disponibles. Le deuxième grand outil, c'est la base carbone, plus de 3000 références de facteurs d'émission, bien sûr. Voilà pour la France et pour toute l'Europe. Et des manuels. Voilà. Alors retenez que la méthode, les tableurs et la base carbone sont propriété de l'association Bilan Carbone. Comme Delphine l'a dit, depuis quelques mois, je suis membre du conseil d'administration de l'association Bilan Carbone. Je peux déjà vous dire qu'on vient de créer au sein du conseil d'administration un groupe de travail qui va actualiser la méthode dans le but de la rendre encore probablement plus générale. Et vous pouvez donc vous attendre pour fin 2022 ou début 2023 à ce qui est la version 9. Quelque chose qui sorte de la méthode bilan carbone. Il y a aussi des formations. Alors la formation est assurée par l'Institut Formation Carbone, qui en a l'exclusivité, en tout cas les formations certifiantes. Alors l'ULiège a donné une formation certifiante il y a 3-4 ans. On en a donné pendant 2 ans avec l'accord de l'IFC et nous avons formé à peu près 80 personnes. Et ça s'est arrêté et puis nous relançons pour le moment les propositions de collaboration avec l'IFC pour redémarrer une formation certifiante ici à l'UNIF de Liège. Et donc à ce moment-là, c'est l'équivalent de celle qui est donnée à Paris par l'IFC. Voilà. La méthode bilan carbone, quelles sont les étapes de la mise en œuvre? 1, obtenir l'engagement de la direction et sensibiliser un certain nombre de personnes, bien sûr. Définir le champ de l'étude, collecter les données, les introduire dans le tableur et obtenir les résultats, bien sûr. Et puis, établir des pistes d'action et enfin, lancer des actions de réduction qui bien souvent ne visent pas qu'à réduire les émissions, mais aussi à réduire les coûts d'exploitation de l'entreprise. Alors, une liste d'opérations, c'est, voilà, au départ, engagement de la direction générale, bien sûr, se faire aider, difficile de faire ça tout seul, désigner un pilote à l'intérieur de l'entreprise qui va un peu rassembler les données et communiquer avec les personnes qui en ont, délimiter les périmètres, établir la liste des données, et puis sensibiliser les personnes concernées et en particulier les personnes qui gèrent les données en question et qui vont devoir les fournir. C'est extrêmement utile parce que alors ces personnes comprennent ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Collecter les données et puis remplir le tableur bilan carbone. Dès qu'on remplit le tableur, on a le résultat, le bilan d'émission. Ne pas oublier quand même une petite étape de vérification. Et voici le résultat qu'on obtient quand on met tout ça sous forme graphique. Les résultats sont bien sûr aussi disponibles sous forme de tableau numérique, mais vous avez ici le bilan carbone de la dernière entreprise, le dernier bilan carbone que j'ai fait
il y a quelques mois. C'est le dernier que j'ai fait avec une entreprise, c'est une entreprise du Pays de Herbe. Et vous voyez les différents postes, hein, énergie, alors ça c'est le chauffage, l'électricité, les intrants, tout ce que l'entreprise achète, et puis les futurs emballages, le fret, les déplacements et les immobilisations. Voilà. Alors la barre verticale, c'est l'incertitude, compte tenu des incertitudes sur les données et sur les facteurs d'émission. Alors, pour cette entreprise, on s'attendait à ce que ce soit l'énergie, les transports et les déplacements qui soient les termes les plus importants. Et puis, on a eu la grande surprise de découvrir que c'était en fait les produits achetés qui constituaient l'émission principale. Et ça, c'est une règle quasi générale. Quand on fait un bilan carbone, on a toujours des surprises. On découvre des choses. Voilà. Alors, une fois qu'on a obtenu ce résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, restituer auprès des personnes qui ont fourni les données. Voilà. Informer la direction générale. Puis, analyser les résultats pour voir où on peut améliorer, préparer un plan d'action, le faire approuver, bien sûr, et ne pas oublier la communication interne et externe. Et puis, on met en œuvre le plan d'action, ce qui veut dire qu'on peut suivre la mise en œuvre des actions. Et à ce moment-là, le tableur peut être utile pour suivre l'effectivité des actions mises en œuvre. Après la mise en œuvre, c'est-à-dire après 2-3 ans, par exemple, un peu comme pour ISO 9000, hein, on fait un peu l'équivalent d'une revue de direction. Et puis, tous les 2-3 ans, par exemple, actualiser son bilan carbone. En France, l'obligation est de l'actualiser tous les 3 ans. Voilà, je crois que vous avez comme ça une bonne idée. Je vais dire quelques mots sur les avantages d'utiliser la méthode bilan carbone. Alors, il y a 2 grandes méthodes dans le monde, hein. Dans tous les pays anglo-saxons, c'est la méthode Greenhouse Gas Protocol, mais qui ne dispose pas d'un tableur structuré comme la méthode bilan carbone. Dans beaucoup de pays européens, c'est quand même la méthode bilan carbone qui émerge. Et il y a d'ailleurs une version en anglais, hein. Alors, les avantages, c'est une méthode généraliste, standardisée. Tous ceux qui utilisent la méthode bilan carbone, eh bien, ils savent qu'ils utilisent une méthode bien particulière et très utilisée en Europe, compatibilité totale avec ISO 14064, ce qui est important. Il y a un tableur structuré qui facilite les calculs. Attention qu'il est ouvert, modifiable et relativement user-friendly. Il y a la base de données carbone qui est disponible, hein, avec des facteurs d'émission qui sont mis directement dans le tableur, donc ça facilite les choses. On a automatiquement une estimation de l'incertitude sur les résultats. À mon point de vue, c'est quelque chose d'important parce on voit où on doit faire porter l'effort par après. La méthode permet de construire facilement un plan d'action. Elle est applicable pour des petites, des moyennes et des grandes entreprises et le déploiement est relativement aisé et rapide, hein. C'est de quelques jours à quelques dizaines de jours maximum. Voilà, je termine. Pourquoi faire son bilan carbone? Il y a avant et après, hein. Avant, si l'entreprise ne l'a pas fait, elle est dans le brouillard total. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas dans quelle direction elle doit aller. Et puis, on fait son bilan carbone, eh bien là, l'entreprise sait où elle en est, et en plus, elle voit et elle peut déterminer le chemin qu'elle va suivre. Voilà, je crois que comme ça, vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Je vois une question qui est revenue en tout cas 2 fois. Est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté d'autres impacts si on se focalise sur les gaz à effet de serre et qu'on se focalise sur la question du réchauffement climatique? Autrement formulé, quel intérêt à favoriser le bilan carbone par rapport à l'analyse du cycle de vie qui semble... Oui, les 2 questions se ressemblent. Oui, Très bien. c'est la même, déclinée. Oui, absolument. Bien. Je réponds très rapidement. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté d'autres impacts? La réponse, c'est oui. La méthode bilan carbone est une méthode monocritère pour ce qui concerne l'impact climatique. Par contre, si on l'applique correctement en suivant ISO 14064, on tient compte des emballages, on tient compte des déplacements, on tient compte du fret, on tient compte des déchets, on tient compte des immobilisations, on tient compte des consommations d'eau. Donc, de façon indirecte,
toute une série d'impacts que l'entreprise a déjà, eh bien, sont compris dans l'approche bilan carbone. Voilà. Est-ce que c'est équivalent à une analyse de cycle de vie? On fait peu d'analyses de cycle de vie globale pour des entreprises. On fait plutôt des analyses de cycle de vie pour des produits que l'entreprise fabrique. Alors, il existe aussi, on peut appliquer le bilan carbone pour trouver l'empreinte, le bilan d'émissions associées à certains produits. Mais là, je veux dire, l'analyse de cycle de vie, c'est plus complet que la simple empreinte carbone. Donc, si on devait positionner les deux, je dirais ceci. D'abord, faire le bilan carbone. De toute façon, on inclut déjà toute une série d'impacts. Maintenant, on n'inclut pas des impacts tels que les effets toxiques, par exemple, ou l'effet sur l'eutrophisation des eaux, ça c'est bien évident. Et puis, mais on inclut déjà toute une série d'impacts. Bon. Et ensuite, parce que le bilan carbone, c'est plus rapide, plus facile, moins coûteux qu'une analyse de cycle de vie. Et puis après, on peut passer à l'analyse de cycle de vie qui est évidemment très utile aussi. Voilà. Merci, Monsieur Smith. Alors, il y a quand même pas mal de questions et de mains levées. Je vais peut-être prendre encore une question qui s'adresse peut-être à tous parce qu'il y a des questions plus spécifiques et puis la présentation de Delphine va peut-être répondre aussi à certaines questions. Oui. Donc, je vous pose celle-ci. Quelles sont les règles qui classent les entreprises comme entreprises avec fort impact énergétique et donc soumises au quota de CO2? Oh, il n'y a pas de règle. C'est tout simplement une décision européenne. C'est la mise en place de la directive sur le système EU ETS et qui dit toute entreprise, c'est par secteur, toute entreprise qui dans un secteur donné dépasse telle capacité, tel niveau de production est soumise au système ETS. Voilà. Alors, ça fait à peu près 20 ou 30 000 entreprises en Europe. Mais les nouvelles dispositions de cette directive ETS vont étendre cette obligation de travailler avec des quotas d'émissions pour toute une série d'entreprises d'autres secteurs et ça va arriver jusqu'aux ménages. Voilà. Mais nous n'avons pas encore les chiffres. Donc, quand on parle de règles, ce n'est pas des règles, c'est une pure décision réglementaire. Voilà. On est, on n'est pas. Merci. Je propose peut-être qu'on poursuive avec la présentation de Delphine Pirard, qui va révéler une étude de cas, une étude de mise en œuvre de la méthode. Comme ça, peut-être qu'à travers sa présentation, vous aurez encore des éléments de réponse à certaines questions que vous posez encore très probablement. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Ok, parfait. Voilà, donc après ces premières parties, je vais dire, de Monsieur Smith, un peu plus théorique sur ce qu'est un bilan carbone, je vais essayer de l'illustrer par un cas d'application vraiment pratique au sein de la société Cooper Vision. Alors, au programme, tout d'abord, qui est Cooper Vision? Vraiment vous présenter la société Cooper Vision. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de réaliser un bilan carbone? Quelles étaient ses raisons profondes? Les différentes étapes de réalisation de ce bilan carbone. Ensuite, on passera sur l'évaluation de l'impact des actions de réduction et le plan d'action. Ensuite, nous aurons une réflexion sur les résultats et la plus-value qu'a eu cette démarche pour la société Cooper Vision. Et donc, nous terminerons par quelques clés du succès. Donc, comment faire pour que cette démarche soit positive pour votre entreprise et soit réussie. Voilà. Alors, Cooper Vision en quelques mots. En fait, donc, Cooper Vision, c'est un fabricant et un distributeur de lentilles de contact et de solutions d'entretien. Donc, il fait partie du top 3 mondial. Et donc, les produits sont distribués parmi 100 pays à travers le monde. Et donc, juste pour vous dire quelques chiffres, donc c'est environ plus de 10 000 collaborateurs. Donc, ils sont répartis dans plusieurs sites de manufacturing, de production, mais également de distribution et de customer service. Et donc, c'est vraiment donc l'entièreté des marchés des pays du monde qui sont distribués par la société Cooper Vision. Donc, nous ici, on va vraiment se focaliser sur le centre de distribution de Liège. Donc, le centre de distribution de Liège fait partie des 14 centres mondiaux
Et donc, dans ces centres, on reçoit la lentille qui est déjà conditionnée et on va fabriquer la commande pour l'opticien, le patient final. Donc, c'est vraiment emballer la commande et l'expédier via les transporteurs vers les clients finaux, et donc ici, qui sont répartis dans une bonne partie des pays européens. Donc, au niveau de l'implantation, le centre de distribution de Liège se situe dans le zoning industriel des Hauts-Sarts. Donc, vous voyez la photo ici au-dessus. Depuis 2006, et donc c'est environ 380 collaborateurs, et donc ça peut aller aux environs de 25 000 commandes par jour, voilà, au niveau du débit d'envoi. Et donc, pourquoi Cooper Vision a décidé d'entreprendre la réalisation d'un bilan carbone? Tout d'abord, ce n'était pas la première action environnementale, hein. Ça faisait déjà quelques années que le sujet était étudié. Mais ici, il y avait vraiment voilà, un souhait de renforcer la démarche et de l'objectiver. Donc, en fait, ici, on a vraiment pu mesurer l'empreinte écologique des activités et surtout l'empreinte climat. Donc, de venir l'objectiver avec des datas et d'en prendre une photographie pour une année complète, dans le but de pouvoir la réduire progressivement. Et donc, à partir de là, vous pouvez baser une stratégie sur des chiffres factuels et pouvoir choisir les meilleures actions qui seront le plus efficaces possible pour réduire votre empreinte carbone. Et donc, pourquoi avoir choisi la méthodologie bilan carbone? Comme l'a dit M. Smith tout à l'heure, hein, donc elle répond aux exigences de la norme ISO 14064. Et donc, si par la suite, vous voulez avoir une certification ISO environnementale, c'est déjà un point positif. Et alors, en plus de ça, elle met à disposition des outils tels que le tableur bilan carbone, la base de données avec les différents facteurs d'émission qui vous permet d'avoir un outil certifié qui est complet pour faire votre étude complète. Alors, quelles étaient les grandes étapes de réalisation du bilan carbone? Alors, tout d'abord, vraiment, je veux dire, la première étape a été de faire une cartographie des flux. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les flux pour lesquels Cooper Vision a une influence sur une année spécifique. Donc ici, on a pris en compte 2018 et 2019, puisque le bilan carbone a été réalisé en 2020. Donc, il faut compter environ une demi-journée pour faire cette cartographie des flux. Donc, nous, on a commencé en mai 2020. Donc, c'est vraiment ici, à titre indicatif, ça va un peu dépendre de votre société, hein, mais en général, voilà, il faut compter, on va dire, une demi-journée en comptant en large. Et donc, nous, on a pris, donc, au niveau du scope 1 et 2, il y avait uniquement l'énergie qui intervenait, donc l'énergie pour les machineries, donc tout ce qui est sorteur, électricité, etc., du centre de distribution. Et alors, dans le scope 3, il y avait une série d'autres données qui entraient. Donc, par exemple, l'achat des consommables pour le matériel d'emballage. Il y avait les livraisons de ces consommables vers le centre de distribution de Cooper Vision. Ensuite, les livraisons sortantes vers les différents opticiens. Là, on a également compté la fin de vie du matériel d'emballage, donc le fait de jeter à la poubelle votre matériel d'emballage, de le recycler, etc., tout ça a été pris en compte. Et donc, concernant le fonctionnement du centre de distribution Cooper Vision de Liège, on a pris, par exemple, tous les achats divers, donc ça peut aller de la capsule de café jusque le petit matériel de maintenance. Les investissements, immobilisation, on va parler ici, par exemple, du sorteur, qui est du matériel IT, par exemple. Et alors, tous les déplacements du personnel, donc le personnel qui vient travailler chez Cooper Vision, mais également le personnel qui va se déplacer de site en site pour des réunions de travail, par exemple, pour des gros projets. Donc, tout ça a été listé. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour les années 2018 et 2019. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pris 2 années? En fait, dans ce cas de figure-ci, ça ne prenait pas beaucoup plus d'énergie ou beaucoup plus de temps de compter 2 années. Et on avait l'avantage que s'il y avait un trop gros écart entre 2018 et 2019 et qu'on ne pouvait pas l'expliquer, on savait que la collecte des données
il y avait un couac. Donc, on savait qu'il fallait qu'on revienne dessus et qu'on la réétudie. Donc, c'était une manière de s'auto-contrôler et de confirmer que la collecte des données était correcte. Deuxième étape, donc lister toutes les données à collecter et les personnes en contact. Donc, quand on a ces différents flux, par exemple, le matériel d'emballage, on va vraiment lister qu'est-ce qui constitue le matériel d'emballage. Un carton de tel type, le plastique pour filmer les palettes de tel type, etc., etc. On va aussi définir l'unité. Donc ici, on va par exemple collecter des poids et non pas des unités ou des euros. Donc ça, c'est important de le définir dès le début. Et ensuite, on va avoir les différentes personnes de contact, les différents experts, entre guillemets, qui ont l'information et vers qui on va devoir aller. Donc là, à nouveau, vous comptez une petite demi-journée pour finaliser ça. Une fois que c'est fait, donc là, on fait une séance d'information et de sensibilisation. Donc, c'est impératif que toutes ces personnes aient une idée de ce qu'elles vont faire. Donc, si on vient vers elles pour leur demander, tiens, combien de café est-ce qu'on a consommé, ce n'est pas pour contrôler, qu'elles sachent vraiment quelle est derrière la finalité de la démarche et à quoi est-ce qu'elle sert pour la société. La collecte et le traitement des données. Alors ici, donc, chez nous, ça s'est étalé sur environ 2 mois à raison de plus ou moins 10 demi-journées. Alors là, voilà, ça va vraiment dépendre de votre société. Donc, par exemple, ça dépend de la digitalisation. Si jamais vous avez beaucoup de données dans votre ERP, ce sera plus facile. Si jamais vous avez un ERP un peu moins puissant, c'est parfois plus compliqué. Ou alors, vous avez parfois les données en unités et vous devez avoir des poids. Donc là, il faut, par exemple, chez Coopervision, on a été pesé un par un le différent matériel d'emballage pour avoir une idée des poids. Donc voilà, ça va un peu dépendre de la société dans laquelle vous travaillez et des différentes données que vous avez sous la main directement. Donc, une fois que tout ça est fait, il y a une étape évidemment de vérification et ensuite d'entrée de ces données dans le tableur bilan carbone. Donc, parfois, il faut reconvertir les données en fonction des exigences du tableur pour certains flux. Donc, ça va vous prendre environ 2 petites demi-journées. Voilà, donc ça a été fait sur le mois d'août. Alors ensuite, on va passer à l'interprétation des résultats et les recommandations. Donc là, vous allez vraiment pouvoir interpréter les graphiques qui sont proposés par le tableur bilan carbone. Je vais vous en montrer un nouvel exemple tout à l'heure. Et alors, donc, rédiger les recommandations, donc de préférence par groupe de travail, puisqu'à nouveau, vous allez avoir besoin de tous les experts de vos différentes matières pour voir ce qui est possible et ce qui est plus ou moins impactant pour vos clients. Et donc tout ça pour arriver enfin à la présentation des résultats. Donc là, de nouveau, une réunion avec les principales personnes concernées ou alors l'ensemble du personnel, si vous avez le temps, les moyens, si vous le désirez. Donc 1 à 2 heures à compter. Donc ici, c'est une démarche qui s'est étalée sur environ 4 mois. Et donc, voilà, là, je vous montre ce que ça a donné, donc le graphe final du tableur bilan carbone. Donc, voilà, il est en anglais puisque la langue véhiculaire de Coopervision est l'anglais, mais je vais vous l'expliquer ici en français. Donc, on voit que les livraisons entrantes et sortantes représentent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, directement, on sait qu'on peut travailler là-dessus. On voit également que le post-future packaging, donc ici, en fait, ce sont les matériaux d'emballage ainsi que le post-end of life qui sont liés, parce que donc c'est la fin de vie de ces emballages, sont également importants. Donc, on a également décidé de travailler là-dessus. On voit au niveau de travels, donc là, ce sont les déplacements du personnel qui sont également importants, mais qui ont été naturellement fortement réduits en 2020 grâce, entre guillemets, au Covid. Donc ici, voilà, on n'a pas décidé de travailler là-dessus dans un premier temps. Et alors, de manière assez surprenante, on voit qu'au niveau des énergies, ce n'est pas le poste qui consomme le plus. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens pensent que voilà, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Pas forcément. Et alors, on voit également direct waste. Donc, ça, ce sont les déchets de Coopervision du centre de distribution lui-même. Donc, on voit également que c'était très, très faible. Donc, de nouveau, c'est vrai que c'est toujours bien de travailler sur les déchets, mais on voit qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être pas toujours vers là qu'il faut se diriger en premier. Alors, donc, suite à ça, il y a eu certaines actions qui ont été entreprises. Donc, il a fallu les évaluer et il y a un plan d'action également qui a été dessiné pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre.
Donc, tout d'abord, il y a eu un switch, en fait. Donc, on a demandé à notre fournisseur de passer à l'électricité 100% renouvelable. Donc, déjà là-dessus, il y a eu des réductions d'émissions de gaz qui ont pu être faites. Ensuite, donc certains flux de commandes qui étaient livrés par la voie aérienne ont été livrés par la route. Donc, il faut savoir que si jamais vous expédiez un colis d'1 kilo, je vais dire jusque Stockholm par exemple, donc il peut y avoir une forte différence si vous l'expédiez par avion ou par la route. C'est un facteur qui peut aller de 2 à jusqu'à 5, 7 fois en fonction de la flotte, en fonction du type de poids lourd. Donc ici également des fortes réductions à faire. Ensuite, certains pays d'Europe de l'Est n'ont plus été livrés par le centre de Cooper-Vision de Herstal, mais sont passés sur le centre de distribution de la Hongrie. Et en fait, quand on a calculé les émissions produites par les livraisons venant de Liège et celles provenant de la Hongrie, quand on a vu le delta entre les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait également de gros gains à faire. Et en fait, quatrièmement, enfin, il y a une étude sur l'utilisation du matériel de packaging. Et ici, donc, par exemple, une des actions, ça a été de consolider l'envoi de certaines commandes. Donc, on a étudié quel type de commandes pouvait être fusionné sur plusieurs jours sans impacter le client. On l'a fait et donc on a vu qu'on avait directement une réduction du matériel de packaging qui était assez significative et également une réduction du volume occupé auprès des transporteurs. Et donc tout ceci, donc quand on a sommé toutes ces différentes réductions, on s'est rendu compte qu'on arrivait dans les critères de labellisation Lean and Green. Donc qu'est-ce que Lean and Green? C'est un label européen. En Wallonie, c'est piloté par Logistics in Wallonia et donc c'est pour les entreprises du secteur de la logistique. Donc en fait, le deal, c'est que vous faites un plan d'action où vous projetez une réduction de vos émissions de gaz à effet de serre de 20% sur un certain scope et donc là, vous avez droit à un label Lean and Green. Donc on l'a ici acquis en juin 2021. Et donc, voilà, après coup, quand on étudie les différents résultats, la plus-value de la démarche globale, donc qu'est-ce qui ressort au niveau de la communication envers les clients et les partenaires? En fait, ici, Cooper Vision a un certain positionnement. C'est-à-dire qu'on se positionne comme une entreprise qui est responsable, qui a envie de connaître quelles sont nos émissions et de savoir comment s'améliorer. Donc là, il y a un positionnement qui est assez fort. C'est un point d'entrée dans une démarche de transition bas carbone, voire de neutralité carbone. Donc là, vous avez vraiment photographié vos émissions sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous pouvez construire des stratégies pour les réduire drastiquement. Il y a dans notre cas aussi eu certains gains économiques, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la réduction du matériel de packaging. Donc évidemment, voilà, vous devez acheter moins de matériel également, vous utilisez moins de volume auprès des transporteurs. Donc il y a certaines démarches d'économie circulaire qui peuvent comme ça donner directement accès à des gains économiques pour votre société. Alors, l'implication du personnel, donc, comme on a également parlé tantôt, c'est de nouveau un positionnement auprès de votre personnel. Donc, vous vous positionnez comme une entreprise qui a vraiment envie de contrôler ses émissions et de pouvoir agir positivement envers la planète. Donc là, vous donnez aussi du sens à vos travailleurs et notamment en les impliquant dans une démarche transversale, dans des groupes de travaux pour pouvoir discuter de ça ensemble en fonction, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des différentes expertises. Donc voilà, il y a vraiment une plus-value au niveau de votre personnel également. Alors, une certaine image, une application auprès des autres sites Cooper Vision et du groupe. Voilà, parce que donc ici, c'était le premier site à avoir cette labellisation, à faire un bilan carbone d'une telle ampleur. Donc, il y a également une certaine démarcation auprès des autres sites et du groupe. L'obtention du label Lean and Green, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc enfin, une anticipation par rapport aux exigences prévisibles. C'est-à-dire qu'ici, l'exercice a déjà été fait, l'expérience a déjà été faite, les premières erreurs ont déjà été faites. Donc on sait déjà comment est-ce qu'on doit faire pour, dans un futur proche, monitorer les effets de gaz, les émissions de gaz à effet de serre et les diminuer. Et donc,
voilà, s'il y a quelques clés du succès qui me viennent en tête suite à tout ça, je vais vous les énumérer ici. Donc, c'est avoir préalablement l'engagement de la ligne hiérarchique. Donc ça, c'est vraiment super important. Il faut vraiment que le manager soit investi et que la ligne hiérarchique comprenne et soit investie également, parce que voilà, il y a du temps à mobiliser, il y a des ressources à mobiliser et il faut que ça passe comme une des priorités de votre entreprise. Ensuite, assurer une sensibilisation des membres du personnel. Donc, il faut vraiment qu'elles puissent comprendre pourquoi est-ce qu'on va vers elles, pourquoi est-ce qu'on leur demande ces informations, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels sont les grands enjeux. Donc voilà, ça, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser à l'effet de serre, mais aussi au positionnement de la société par rapport à ça. Initier une démarche transversale, donc il faut pouvoir travailler avec vos différents experts, en fait, avec les différentes personnes qui composent la société. Et donc également, ici dans notre cas, on avait différents représentants des départements, on avait également plusieurs opérateurs qui ont aidé à faire toute cette démarche. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir avoir l'aide de tout le monde, en fait. Alors, obtenir l'application des personnes ressources. Alors, pourquoi, si jamais vous avez une personne ressource qui est la seule à avoir un certain type d'information et qu'elle ne vous la donne pas parce que pas le temps, parce que elle n'a pas vraiment compris les enjeux, là, c'est vraiment problématique, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, il y a vraiment cette implication à avoir dès le départ de tout le monde. Clarifier les consignes liées à la collecte d'informations. Donc ici, je vous parlais tout à l'heure, dans certains cas, on va demander des unités, des euros, des poids. Si ce n'est pas défini dès le départ, vous allez peut-être devoir recommencer une partie de votre collecte d'informations. Donc là, c'est vraiment important dès le départ que tout cela soit bien clair, bien clarifié pour vraiment diminuer les pertes de temps. Et enfin, donc avoir l'aide d'un accompagnant expérimenté. Donc ici, nous, on a eu vraiment la chance de pouvoir travailler avec Monsieur Smith. C'est clair que c'est vraiment quelque chose qui est important pour votre société, d'avoir quelqu'un auprès de qui aller poser vos questions, en fait, quelqu'un qui connaît déjà la démarche, qui connaît la méthodologie, qui connaît l'utilisation du tableur, et de pouvoir vous référer à elle pour toutes les questions et voilà, pour les aspects pratiques de toute la démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout cela vous aidera dans vos démarches, dans vos différentes entreprises. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience qui rend vraiment très concrète la démarche. Tu as pu mettre aussi l'accent sur des aspects organisationnels qui touchent aussi le personnel impliqué dans la démarche. Et donc, j'en profite pour rebondir sur une question, parce que tu as bien parlé de l'aspect transversal et d'impliquer un maximum de personnes. Un participant demande, c'est très précis, mais par rapport à une étape de travail, qui réunir autour de la table pour la cartographie des flux? Compta, achat, autres services. Je dirais, en fait, c'est vrai qu'on peut déjà imaginer ce que va être la cartographie des flux. Donc, je veux dire, le directeur, par exemple, de la société peut déjà l'imaginer, peut déjà faire un premier travail avec lui et alors une réunion, je veux dire, préalable, et alors ensuite voir qui sont ces différentes personnes. Donc, comme vous dites, directeur des achats, par exemple, tout ce qui est, par exemple, maintenance, donc les personnes qui ont accès directement au compteur, etc. Voilà, je répondrai de cette manière-là. Je ne sais pas éventuellement si M. Smith a quelque chose à rajouter, si ça semble... Bien, oui, le responsable des achats, le responsable de la maintenance, le facility manager, le responsable aussi parfois des transports et des choses comme ça. Donc oui, c'est en général assez évident, hein, ça. On voit bien quand on prend la liste des postes qu'on doit couvrir, on voit rapidement les personnes qui s'en occupent. Alors, une autre question, est-ce qu'il faut prendre en compte l'impact de la sous-traitance? C'est vrai que je pense que vous n'avez pas abordé. Oui, en fait, ici, oui, en fait,
par exemple, dans le cas de Cooper Vision, les transporteurs, en fait, on fait appel à de la sous-traitance pour le transport. Et comme vous avez une influence sur le choix de vos transporteurs, il faut les prendre en compte. Oui. Donc, c'est vraiment les activités, pas uniquement que vous exercez, mais sur lesquelles vous allez avoir de l'influence par rapport à vos stratégies, en fait. Donc oui, il faut les prendre en compte. Oui, je confirme, il faut bien prendre les sous-traitants et d'une certaine manière, selon le type de sous-traitant. Si ce sont par exemple des sous-traitants du type transport logistique, oui, et alors leurs émissions qu'on estime avec eux, hein, ou même qu'on peut estimer de façon indépendante, peu importe, tombent dans le scope 3. Si au contraire, l'entreprise mobilise ses transports de matière avec ses propres véhicules, alors ça tombe dans le scope 1 et là, l'entreprise a une influence directe à ce moment-là. Mais donc, la réponse clairement à la question, c'est oui. Je signale que pour certains sous-traitants, on doit travailler avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission qui sont liés au montant facturé. Par exemple, des sous-traitants, ça peut être des assureurs, ça peut être vos services bancaires, ça peut être des sous-traitants IT. Eh bien, toutes ces personnes facturent à l'entreprise des kilo-euros. Et alors, selon le type de prestation, eh bien, on a des facteurs d'émission. On sait que, par exemple, pour un service bancaire, s'il vous facture, je ne sais pas, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros au bout de l'année, eh bien, on sait que ça correspond de la part de l'ensemble des services bancaires à une émission d'à peu près autant. Voilà. Merci. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Vous avez évoqué le scope 3 et j'avais noté une question tout à l'heure pendant votre propre présentation, Monsieur Smith, Oui. qui concerne le secteur du recyclage. Donc, dans le recyclage, peut-on aussi tenir compte des effets positifs? Par exemple, si on prend l'exemple des sidérurgistes qui utilisent des métaux recyclés. Oui. Je réponds, Delphine? Oui. Oui. Oui, bon, je réponds. Ah, pardon, oui. Oui, Nous oui. sommes deux, Delphine. Oui, oui, non. Je suis bête. Bien. Ben, la question du recyclage, oui. D'abord, quand on a le poste hein, matériaux achetés, intrants, eh bien, on peut spécifier dans le tableur bilan carbone, dans les matériaux qu'on achète, quelle est la fraction, quel est le pourcentage de matériaux recyclés qu'on utilise. Et si évidemment on utilise plus de matériaux recyclés, eh bien, l'émission carbone liée à cet achat diminue. Ensuite, quand l'entreprise a des déchets et qu'elle peut organiser le recyclage des déchets, on peut avoir un effet, ce qu'on appelle des émissions réduites. Hein, on peut avoir un effet de réduction des émissions de l'entreprise si on organise correctement le recyclage. Voilà, donc ces effets-là peuvent être inclus. Alors, l'avantage de mettre en place une méthode telle que le bilan carbone, ça permet de dire, ben, aujourd'hui, je ne fais pas de recyclage, par exemple. Si je mets en place un recyclage via un processus d'économie circulaire, combien est-ce que je vais gagner? Et on peut l'évaluer assez facilement. Donc la réponse, c'est oui. J'ai vu une question sur les panneaux photovoltaïques Oui, aussi. peut-être dans le même Oui, sens, oui. oui, c'est à peu près la même. Hein, Donc, oui. prenez-vous en considération les énergies que l'entreprise peut générer, par exemple via des panneaux photovoltaïques? Voilà. Eh bien, la réponse est oui, mais peut-être de façon un peu moins directe que ce qu'on peut imaginer. Bon, une entreprise qui met des panneaux, elle va réduire sa consommation d'électricité. Vous dites donc, bah oui, bon, on a réduit notre facture, donc le poste émission lié à la consommation d'électricité diminue. Oui et non. Enfin oui, oui, bien sûr. Mais le fait de mettre des panneaux, les panneaux eux-mêmes, il a fallu les fabriquer. Et puis plus tard, il faudra les recycler. Donc, autrement dit, l'utilisation des panneaux en elle-même, ça génère une très faible, bien sûr, émission CO2, mais dont il faut tenir compte. Donc, quand une entreprise n'a pas de panneaux, elle évalue donc son émission CO2 sur base de sa facture de consommation d'électricité. Si elle met des panneaux, la facture diminue. Donc, ce poste d'émission-là diminue et diminue en général fortement. Mais on doit rajouter un tout petit poste lié à l'émission carbone
de la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc c'est quand même finalement assez précis. Hein. Merci pour cette réponse. On reste dans les Voilà. scopes. Green Invest qui dit que dans beaucoup de cas, le scope 3 est incomparable avec les scopes 1 et 2. Par exemple, fabricants de voitures, pétroliers, Oui. comment ces sociétés peuvent-elles dès lors aborder leur bilan carbone? Très bonne question, très bonne question. Bah, écoutez, il y a deux grandes classes d'entreprises. Hein. Les entreprises qui sont de gros consommateurs d'énergie sous toutes leurs formes, et ça, c'est la sidérurgie, les cimentiers, les fabrications de verre, etc. Ben là, il est clair que c'est le scope 1 et le scope 2 qui sont très largement prédominants, et le scope 3 est souvent très faible. Et puis, vous avez d'autres entreprises qui sont des entreprises, plus des entreprises de services ou de fabrication de choses légères. Ben là, c'est juste l'inverse. Le scope 1, c'est presque rien. Et alors, c'est le scope 3 qui est très largement majoritaire dans le bilan d'ensemble. Voilà. Merci. Une question qui concerne, à mon avis, tout le monde. Quel est le rythme ou la fréquence d'un bilan carbone? Est-ce que, peut-être, Delphine peut aussi répondre à cette question, est-ce que finalement, il peut varier d'un mois à l'autre? Oui. Bon, je réponds d'abord et puis peut-être Delphine Mhm. complète. La règle, et notamment dans ISO 14064, c'est qu'on fait des bilans carbone sur base annuelle. Alors, ce n'est pas nécessairement l'année civile, ça peut être l'année comptable de l'entreprise, ça n'a pas d'importance, mais la règle, c'est l'année. Alors évidemment, le bilan carbone ne va pas, si on descendait à l'échelle du mois, il n'est pas le même d'un mois à l'autre, ça c'est bien évident, mais on ne descend pas à ces échelles de temps mensuelles ou journalières. On fait vraiment, et le reporting d'ailleurs, hein, demandé au niveau de ISO 14064, le reporting se fait aussi sur base annuelle. Voilà, je ne sais pas si Delphine veut ajouter quelque chose. Oui, voilà, justement pour compléter, parce qu'on parlait d'années comptables, dans le cas de Cooper Vision, on a pris les années comptables. Donc, par exemple, c'était de novembre jusqu'à fin octobre, on a fait le reporting de cette manière-là. Mais c'était 2 années comptables complètes. Voilà. Et je pense que de toute manière, c'est beaucoup plus simple aussi pour collecter les informations, de partir vraiment sur des années complètes. Voilà, notamment pour tout ce qui est énergie, électricité, c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà. Okay. Merci Delphine. Alors, une autre question qui était apparue un peu plus tôt dans la rencontre. Est-ce que vous relevez quand même des désavantages à cette méthode carbone? Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder aussi? Est-ce que... Oui, je vais peut-être d'abord répondre et puis Delphine répondra avec son cas particulier. Mais il faut être bien conscient que la méthode bilan carbone, mais c'est valable pour toutes les méthodes qui évaluent les émissions de gaz à effet de serre, elles ont des limites. Alors, une première limite est qu'évidemment, on se focalise sur l'aspect climat, hein, bien sûr. Mais je rappelle que derrière cette approche monocritère, on tient quand même compte des consommations d'eau, des consommations de matière, des productions de déchets, des déplacements, etc. Donc, on a toute une série de paramètres liés au management environnemental qui sont en fait indirectement contenus dans le bilan carbone. Deuxièmement, et là il ne faut pas se faire d'illusions, on ne fait pas des calculs avec des précisions à la deuxième ou à la troisième décimale. Beaucoup de calculs sont en fait des évaluations. Et quand on évalue avec une incertitude de l'ordre de 10% dans un bilan carbone, ben c'est très satisfaisant. Voilà. Il y a pour certains postes des incertitudes de 50%. Il ne faut pas du tout occulter ce genre de choses. Mais ça n'a pas d'importance. Il faut gérer les approximations, il faut gérer les incertitudes. Et évidemment, il faut être précis pour les postes importants. Et puis pour les postes qui sont très très faibles, on peut être beaucoup moins précis, beaucoup moins détaillé. Voilà, j'espère que ça répond à la question qui a été posée. Est-ce que Delphine veut ajouter sa pratique?
J'allais vraiment répondre la même chose, c'est que je ne vois pas vraiment de désavantages, mais je vois juste des limites en fait. Comme on parlait tout à l'heure, voilà, on ne couvre ici que les émissions de gaz à effet de serre. On ne couvre pas toutes les autres initiatives des entreprises, comme par exemple la sensibilisation du personnel, des ateliers climat, par exemple, des choses comme ça. Ou même quand on va, comme on voyait ici, les déchets finalement de la société Cooper Vision, c'était très très faible. Si on commence à se dire, voilà, je touche finalement pas à mes déchets parce que c'est très faible, c'est dommage aussi parce que derrière ça, il y a aussi toute une démarche de sensibilisation du personnel quand on traite mieux ces déchets. Donc voilà, c'est vraiment de laisser le bilan carbone pour ce qu'il est et de quand même l'intégrer pour moi dans une démarche un peu plus globale. Et alors, oui, les incertitudes. Donc, en effet, c'est pas parce qu'on fait son bilan carbone qu'on a pour tous les postes une image très très claire et en fonction de ce que vous voulez réduire, il faut parfois retravailler l'incertitude, aller rechercher à nouveau des informations pour avoir vraiment des flux dont l'incertitude est moins grande et pour pouvoir mieux gérer vos actions. Voilà. Merci Delphine. Alors, un participant pointe qu'à l'horizon 2023 ou 2024, je n'ai pas retrouvé la question, mais l'Europe va mettre en place de nouveaux critères. Et donc, la question, c'est quel avenir pour la méthode bilan carbone dans ce cadre aussi où l'Europe imposerait davantage de critères? Ah oui, bon, les critères, ça va être les critères pour être soumis à un système de quotas d'émissions. Les critères que l'Europe va mettre vont donc élargir l'application de ce système, mais ça ne va pas changer ISO 14064 et ça ne va pas changer la méthode bilan carbone. Donc, je dirais la méthode bilan carbone va devenir de plus en plus d'actualité au fur et à mesure où l'Europe va ajouter de nouvelles contraintes climatiques. De la même manière, si les différents pays, par exemple, commencent à mettre des taxes carbone, ça sera tout à fait important de façon préalable de faire son bilan d'évaluation pour savoir dans quelle mesure on va être dépendant de ces taxes carbone et dans quelle mesure on va pouvoir piloter l'entreprise pour ne pas être, pour ne pas être submergé de plein fouet par des taxes carbone imprévues. Voilà. Donc, les nouvelles contraintes vont vraiment renforcer l'actualité de la méthode bilan carbone. On s'y prépare d'ailleurs au niveau de l'ABC. Voilà. Ok, alors une question sur le fait que le bilan carbone permet de prioriser les efforts à fournir en matière de réduction carbone. Et donc la personne demande comment s'appuyer sur cet outil pour bien guider les choix ou les décisions qui sont prises, si je comprends bien. L'exemple étant dans l'événementiel, le lavage des gobelets réutilisables, qui est finalement moins efficace, si je comprends bien, que l'utilisation de gobelets à usage unique en carton. Comment faire pour rendre ça objectivable? Parce que parfois des idées peut-être préconçues. Alors, est-ce qu'il faut... comment gérer ça? Ah oui, je veux bien intervenir rapido sur les gobelets. J'ai fait le bilan carbone des francopholies il y a déjà 7-8 ans. Et alors, la question se posait de savoir si on allait passer des gobelets en plastique jetable à des gobelets en plastique réutilisables. Et ma réflexion a été de dire aux responsables des Franco, non, écoutez, on n'a pas d'informations pour savoir ce qu'ils gagnent, il faudrait faire toute une étude. Et puis, quelques mois après, l'École polytechnique de Lausanne, le PFL, a sorti une étude très complète avec une méthode très proche de celle du bilan carbone, montrant que c'était le gobelet en plastique réutilisable qui avait de loin l'impact le plus faible pour l'environnement. Il a bien fallu attendre cette étude très détaillée qui a permis finalement d'obtenir une sorte de facteur d'émission par type de gobelet utilisé pour pouvoir recommander, ici en l'occurrence aux francopholies, de passer aux gobelets réutilisables, ce qu'ils ont fait. À l'époque, l'étude de l'EPFL n'avait pas couvert la question, l'hypothèse de gobelets en plastique, en carton jetable. Je n'ai pas encore vu dans la littérature aujourd'hui d'études sérieuses qui comparent le carton
le gobelet en carton ou gobelet en plastique réutilisable. Donc, par rapport à la question qui vient d'être posée par l'intervenant, je serais prudent. Il faut attendre que les évaluations soient faites. Maintenant, si on a un certain nombre de données, on peut peut-être les faire soi-même et alors on peut utiliser la méthode bilan carbone. Voilà. Et on pourrait comparer, par exemple, 1000 gobelets en plastique réutilisable ou 1000 gobelets en carton jetable et on pourrait faire un petit calcul pour voir ce que ça donne. Mais ça dépend du contexte alors, hein, donc ça sera vite assez compliqué. C'est pour ça que ce type d'étude prend vite quelques mois. Voilà. Alors justement, est-ce que vous recommandez une base de données pour effectuer les quantifications? Quand on travaille avec bilan carbone, on recommande la base carbone pour plusieurs raisons. C'est plus facile, mais ça ne suffit pas, mais c'est de loin la base la plus importante qui existe en Europe et elle couvre des tas de facteurs d'émission. Quand un facteur d'émission qui est dans la base carbone est typiquement, je vais dire, caractéristique de la France, il faut parfois faire un ajustement pour tenir compte de la situation de la Wallonie. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller chercher d'autres bases, comme des bases qui existent aux Pays-Bas, par exemple, ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Voilà. Mais alors, c'est vite beaucoup plus de travail, hein, parce que quand on commence à comparer des bases de données différentes, c'est vite beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je n'ai pas d'hésitation à dire. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de grosses difficultés à utiliser les données de la base carbone. Mais prenons l'exemple des déchets. Si on prend la province de Liège, la majorité des déchets domestiques, par exemple, hein, ménagers, sont traités par l'incinérateur d'Intradel. Eh bien, un petit calcul plus précis nous permet d'obtenir un meilleur facteur d'émission que celui qui est donné, par exemple, dans la base carbone. Mais ça, c'est valable pour les entreprises de la province de Liège qui envoient, ou les particuliers d'ailleurs, les ménages, qui envoient leurs déchets ménagers et assimilés à Intradel. Parce que là, il y a incinération avec récupération d'énergie, et donc on peut obtenir un facteur d'émission lié au traitement des déchets qui est un peu plus précis que celui qui est dans la base carbone. Mais ce genre d'ajustement est finalement assez rare. Okay. Voilà. Je prends encore une question qui n'a pas été abordée, je pense. Est-ce que vous recourez parfois à la simulation pour des données qui ne sont pas facilement mesurables? Est-ce qu'il faut parfois recourir à la simulation? C'est arrivé une fois ou deux, mais c'est extrêmement rare. Quand on n'a pas les données d'une année, on essaye plutôt alors d'abandonner le calcul parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, les simulations qui peuvent être faites sont des simulations qu'on peut faire par similitude. Ça, oui, ça, on peut faire. Ça. Donc, on a par exemple 2 années. Eh bien, on sait qu'une troisième année ou l'année d'avant, pour laquelle on n'a presque pas de données, hein, tout est identique, sauf, par exemple, les chiffres d'énergie qu'on connaît. Alors, on peut effectivement faire une simulation pour cette année-là. Le plus intéressant des simulations, ce sont les simulations à faire pour les actions qu'on peut entreprendre. Et là, le bilan carbone avec le tableur est d'une application directe. Si on veut simuler, par exemple, quel est l'effet de mettre une isolation sur les bâtiments, on peut tout de suite utiliser le tableur pour voir ce que ça peut donner comme réduction d'émissions. Donc, les simulations d'action à prendre sont extrêmement faciles à faire avec la méthode bilan carbone. Merci, Voilà. Monsieur Smith. Je vais poser une toute dernière question parce qu'il est 12h27 et donc comme ça, nous serons arrivés vraiment à respecter notre timing avec un beau temps d'échange. C'est très chouette. Merci à tous les deux pour cette gestion du temps. On a parlé tout à l'heure des impacts positifs qu'on prenait en compte dans le bilan carbone. Cette question touche à l'effort humain. Pourquoi ne prend-on pas ou prend-on en compte les efforts humains avec l'exemple qui est donné sur des actions d'ouvriers sur une chaîne industrielle? Est-ce que ces efforts sont pris en compte? J'ai pas compris la question. Ah. La question ou non, le sens de la question. Je n'ai pas compris le sens de la question. Alors, je ne sais pas si le sens de la question. C'est une question de Morino. Et, bon, je vais essayer de l'interpréter. Hein.
il est évident que les ouvriers qui travaillent sur une chaîne de fabrication, ils respirent, donc ils émettent du CO2. Mais c'est du CO2 c'est du CO2 biogénique et donc il n'est pas pris en compte. C'est pas du CO2 fossile dû à l'activité qui entraîne une modification climatique. Donc, en clair, nos respirations ne modifient pas le climat, donc on n'en tient pas compte. Par contre, la question posée, euh, elle ouvre la porte à une question beaucoup plus générale et qui est la suivante, mais qui pose des problèmes éthiques. Et on en discute à l'intérieur de l'association Bilan Carbone et on n'a pas encore la réponse. Si certains d'entre vous veulent y réfléchir et puis transmettre leur opinion, ça serait intéressant. Qu'en est-il des salaires versés par l'entreprise à ses collaborateurs? En fait, les salaires servent évidemment à rémunérer tous les collaborateurs et alors ceux-ci dépensent l'argent qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on devrait inclure ça ou non dans le bilan d'émissions de l'entreprise? Jusqu'à présent, la réponse a été non. Mais derrière ça, il y a aussi la question alors, est-ce que l'entreprise n'a pas une influence sur la manière dont les collaborateurs dépensent leur salaire? Et donc, quelque part, est-ce qu'une action de sensibilisation, ah oui, 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 ça va jusque-là. Est-ce qu'une action de sensibilisation et de formation aux collaborateurs ne pourrait pas constituer pour l'entreprise une action positive? On s'est posé la question quand on a travaillé sur la sensibilisation du personnel de l'entreprise FedEx, à Liège Airport. Et les collaborateurs vont avoir, vis-à-vis des émissions et du climat, une autre attitude. Est-ce que ça ne pourrait pas bénéficier sous forme de, quelque part, réduction d'émissions qu'on pourrait associer à l'entreprise? Voilà, cette question-là est ouverte et on en discute à l'intérieur de l'ABC, mais c'est évidemment une perspective beaucoup plus large. Eh bien, merci d'ouvrir une perspective plus large pour voilà. qu'on puisse se retrouver peut-être à nouveau autour de cette Voilà. vaste thématique. J'ajouterais qu'il y a dans les notes, il y a mon adresse mail, donc j.smith@uliège.be. Si certains sont intéressés soit par une méthode bilan carbone, soit par la formation bilan carbone, vous m'envoyez un petit mail à mon adresse et nous établirons une liste de personnes intéressées, soit par un bilan carbone, soit par une formation bilan carbone. Bien, l'agenda vient d'être posé. Merci beaucoup, Monsieur Smith, d'être intervenu en duo avec Delphine Pirard. Merci aussi beaucoup, Delphine, pour ce témoignage très efficace, miroir Merci à vous. de Oui, la merci à vous, présentation théorique. merci à tous les Je me permets de participants. signaler 2 conférences qui me semblent tout à fait rebond aux discussions qu'on vient d'avoir et que nous proposons prochainement. Le 8 mars, on parlera de l'empreinte hydrique des entreprises et comment la réduire, avec le CBDO et une entreprise, AB InBev, pour ne pas la citer, enfin, ou pour la citer. Et nous aurons aussi une réflexion sur la fresque du numérique, et donc notre empreinte liée à l'usage du numérique, un usage qui s'est bien accru récemment.